Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle ayant pour objet la présentation de notre campagne Écrire ça libère. Je m'appelle Narges Guettat, je suis responsable de la mobilisation jeunesse et de l'éducation aux droits humains chez Amnesty International Canada francophone. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Nous tenons à reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sont virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participantes et participants de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil assez intéressant qui vous aide à vous situer. Je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Vous avez sûrement remarqué que votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des intervenantes et intervenants. Vous pouvez converser avec les animatrices et les participantes et participants via la conversation et vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions-réponses. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez surtout pas de nous identifier afin qu'on retrouve vos publications. Nos comptes sur les réseaux sociaux sont Amnesty.ca. Nous enchaînerons ensuite avec une discussion avec Khaled Drarni, journaliste algérien et militant pour la liberté de presse. Il s'entretiendra avec Juliane Choquette-Lelarge, adjointe aux campagnes chez Amnesty International Canada francophone. À la suite de cet entretien, je vous parlerai des personnes et groupes défendus par la campagne Écrire ça libère cette année. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Juliane et bon webinaire. Merci Narges, merci. Alors bonjour à tous et bonjour Khaled. Alors merci de vous joindre à nous ce soir. Alors j'aimerais commencer par une brève introduction. Vous êtes journaliste et militant pour la liberté de presse, très attaché aux principes du journalisme. Vous vous êtes efforcé de couvrir le mouvement de protestation du Irak qui défend la liberté et le respect des droits. Comme de nombreux jeunes Algériens, vous considérez le Irak comme une chance de construire une Algérie meilleure et plus juste. Vous vous êtes ainsi retrouvé en conflit avec les autorités qui vous ont pris pour cible en vous arrêtant à maintes reprises. Votre dernière arrestation remonte à mars 2020. Vous avez été jugé puis condamné à 3 ans de prison ferme le 10 août 2020 pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire. Votre condamnation est confirmée en appel, bien que réduite à 2 ans, en septembre 2020. Vous avez été libéré le 25 février 2021, mais un nouveau procès est attendu. Donc, la première question, en fait, que je voudrais vous poser, ça serait de nous parler finalement de la situation en Algérie dans un premier temps et ensuite peut-être un peu plus de la situation des défenseurs de la liberté de presse en Algérie également. Bonsoir pour nous, bonjour pour vous. Merci d'avoir pensé à moi pour cette conférence. C'est un honneur pour moi de parler avec vous, de répondre à vos questions pour Amnesty International Canada, mais aussi de manière générale. Je veux rendre hommage au travail exceptionnel qu'a fait Amnesty International en ma faveur et en faveur de tous les détenus d'opinion en Algérie. Et il faut savoir que Amnesty International soutient les détenus d'opinion en Algérie depuis des décennies, pas que maintenant. Amnesty soutient les détenus d'opinion en Algérie, notamment depuis les années 80. Elle n'a jamais cessé de le faire et je veux lui rendre hommage aujourd'hui, rendre hommage à la section algérienne et à toutes les sections du monde entier, en particulier celle du Canada. La situation en Algérie aujourd'hui, elle est
Elle est compliquée parce que, comme vous le savez, il y a eu un Hirak historique, un mouvement de protestation populaire qui a commencé le 22 février 2019. Des millions d'Algériens sont alors sortis dans les rues pour dénoncer un éventuel 5e mandat du président Bouteflika, pour demander le départ du système, le régime algérien qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1962. Ce Hirak a duré des mois et des mois. Le président Bouteflika a démissionné. Il y a eu après des élections qui n'ont pas été acceptées par le peuple et par l'opinion publique. Il y a eu énormément d'arrestations, des milliers d'arrestations depuis le mois de juin de l'année 2019. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a près de 300 détenus d'opinion en Algérie. Ça veut dire 300 hommes et femmes, parmi eux un chef de parti politique, 2 journalistes, des étudiants, un président d'association, un avocat et beaucoup de citoyens lambda qui sont en prison pour avoir demandé le départ du système, pour avoir manifesté, pour avoir brandi une pancarte. Et moi, je m'intéresse évidemment beaucoup plus à la situation de la presse en Algérie, qui, elle, est préoccupante. Depuis le début du Hirak, beaucoup de journalistes, des dizaines et des dizaines, ont été arrêtés, poursuivis judiciairement, beaucoup mis en prison. Rabah Kalesh, le dernier, qui est sorti au mois d'octobre, a passé 6 mois en prison pour un article de presse, alors que la constitution algérienne a dépénalisé le délit de presse. Beaucoup de journalistes aujourd'hui sont sous contrôle judiciaire, interdits de quitter le territoire national. Beaucoup de sites Internet sont interdits, sont bloqués aussi par les autorités. Et je m'efforce aujourd'hui, avec beaucoup de mes collègues et de mes confrères, à faire comprendre aux autorités que la liberté de la presse est indispensable aujourd'hui quand on veut édifier un État démocratique et un État moderne. Chaque pays a besoin d'une presse libre. L'Algérie a besoin aujourd'hui d'une presse libre et a besoin de journalistes qui, dans le cadre de la loi, doivent travailler en toute liberté et en toute protection de leur travail, de leurs données et de leurs sources. Merci beaucoup. En fait, justement, je vais rebondir. Vous parlez de liberté d'expression. Vous saviez qu'est-ce que pouvaient être les conséquences potentielles de parler des violences policières, de parler des arrestations arbitraires pendant les manifestations. Est-ce que vous pouvez nous partager pourquoi c'était important pour vous, malgré tout, de parler publiquement de la situation en Algérie et qu'est-ce que ça a représenté pour vous comme combat? C'est important pour moi parce que je ressens et j'ai toujours ressenti le devoir d'informer. Lorsqu'on est journaliste, on a cette sensation de vouloir, de devoir informer les gens, d'avoir une responsabilité quand on est un journaliste suivi, que ce soit pour les lecteurs, pour les auditeurs ou pour les téléspectateurs. Pourquoi cette envie de donner l'info? Parce que j'ai assisté au début du Hirak en Algérie. Le Hirak a commencé quasiment sous mes yeux, le 22 février 2019 à la mi-journée. J'ai vu ces petits groupes de centaines de personnes se transformer en marée humaine, en plusieurs centaines de milliers de gens. J'ai vu les slogans, j'ai vu cette volonté populaire d'en finir avec l'arbitraire, avec l'injustice, avec la dictature politique. J'ai vu ça de mes propres yeux et j'ai décidé de devoir porter ça dans les réseaux sociaux, dans les médias dans lesquels je travaille. Il faut juste rappeler que mes soucis avec les autorités ne datent pas de 2019, elles datent déjà de 2014. Lorsque je travaillais dans une chaîne de télévision privée, je présentais une émission politique et à l'époque, j'avais été renvoyé pour avoir posé des questions un peu gênantes au Premier ministre de l'époque, Abdel Malek Seler. Donc, mes soucis avaient vraiment commencé en 2014. Et en 2019, j'avais mis un point d'honneur à couvrir ces manifestations et sans aucune censure. Et donc, les ennuis avec la police et les autorités ont commencé donc vers le milieu de l'année 2019. J'ai été arrêté plus d'une dizaine de fois par les services de sécurité qui m'ont demandé de ne plus écrire ceci, de ne plus écrire cela, de ne plus critiquer, de ne plus couvrir aussi les manifestations. J'ai toujours refusé de céder au chantage et j'ai toujours voulu rappeler à qui veut l'entendre que je suis un journaliste indépendant et que je le resterai.
Et puis est venue la dernière arrestation un peu musclée, c'était en février 2020. Et c'est là où on m'avait clairement dit que si je continuais, j'irais en prison. Et effectivement, un mois plus tard, en mars 2020, j'étais en prison pour avoir fait mon travail. Ouais. Et lorsque votre peine a été prononcée, justement, on a entendu beaucoup de voix s'élever pour dénoncer cette condamnation. Je sais que justement l'ONU s'est prononcée, Amnesty International particulièrement. Vous avez été l'objet d'une portion de la campagne Écrire, ça libère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que ça a représenté pour vous de recevoir ce soutien-là et de sentir qu'il y avait une solidarité internationale avec vous? Euh, En fait, je pourrais dire que c'est presque impossible de décrire exactement ce qu'on ressent quand on voit cette vague de solidarité. C'est une vague de solidarité dont je n'avais pas les détails parce que j'étais en prison, coupé du monde. Il n'y avait pas, pour des causes sanitaires, donc de Covid-19, il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait qu'une chaîne de télévision publique, donc il n'y avait pas un vrai contact avec l'extérieur, mis à part les avocats qui venaient me rendre visite tous les jours, mais qui ne pouvaient pas ramener toutes les informations nécessaires. Mais je savais qu'il y avait une solidarité nationale et internationale exceptionnelle, en particulier celle d'Amnesty International. Et je peux vous dire que, en fait, la solidarité et ce soutien international et national fait que, comme je l'ai dit souvent, fait que vous dormiez tranquillement la nuit, même si vous êtes dans une cellule, parce que quand vous savez qu'il y a autant de gens qui vous soutiennent et qui sont à vos côtés, cela est une preuve de votre innocence et de la justesse de votre combat. Donc je le dis souvent euh, aux Algériens qui m'ont soutenu, que ce soit mes confrères journalistes ou les citoyens normaux. Je le dis souvent aux organisations internationales qui m'ont soutenu, notamment RSF, Amnesty International, Human Rights Watch. Je le dis souvent et je ne cesserai de le dire, je suis libre grâce à vous. C'est touchant à entendre, je dois l'avouer. Je pense que c'est sûrement touchant aussi pour les gens qui se sont joints à nous aujourd'hui. Plusieurs personnes avec nous et beaucoup d'autres personnes à travers le Québec s'apprêtent à écrire des messages, à se mobiliser dans le cadre de la campagne de cette année de Écrire, ça libère. Est-ce que vous auriez un message pour ces personnes qui s'apprêtent à écrire ces messages d'espoir, à ces personnes qui, selon les cas, sont soit emprisonnées ou en instance de procès, ou pour les familles des personnes dont on est sans nouvelles? Je veux leur dire que euh, la lettre a un pouvoir exceptionnel pour un détenu, qu'il soit de droit commun ou un détenu politique, comme c'était le cas pour moi. Moi, j'ai vu en prison, donc pour des raisons sanitaires, évidemment, de Covid-19, officiellement, nous n'avions pas le droit de recevoir des lettres. Ce n'est qu'à la fin de ma détention, vers la fin de l'année 2020, après avoir exigé cela, que je commençais à recevoir des lettres. Parce que je savais que des milliers de lettres étaient arrivées, notamment en prison et à la poste de Coléa, c'est la poste qui dépend du territoire de la prison. Mais les règles sécuritaires veulent que les lettres doivent être lues avant de me les donner. Donc, ils ne peuvent pas lire des milliers de lettres. Donc, je pense qu'on m'a donné en tout une quarantaine ou une cinquantaine de lettres seulement entre décembre et février, entre décembre 2020 et février 2021. Mais le peu de lettres que j'ai reçues m'ont totalement transformé. La première lettre que j'ai reçue, c'était d'une certaine Camélia qui portait en elle des termes de soutien exceptionnels qui m'ont vraiment donné le sourire, un sourire que je n'avais d'ailleurs pas perdu et jamais perdu pendant mes 11 mois de détention. Mais c'est là où on se rend compte du pouvoir des lettres. Ces lettres sont un trait d'union entre vous et l'extérieur. C'est un trait d'union entre vous et la campagne de solidarité qui s'exerce dans le monde. Vous savez, moi, j'ai reçu des lettres de plusieurs villes d'Algérie, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. J'ai reçu des lettres de France, du Canada, d'Espagne, des pays africains, du Moyen-Orient, d'Autriche, de Norvège. C'est incroyable le nombre de lettres que j'ai reçues de la part de citoyens du monde entier. Et j'avais compris qu'il y avait beaucoup de pression me concernant. J'ai compris cela lorsque je recevais les lettres et j'ai compris cela lorsque je regardais en direct à la télévision
à chaque fois, les interviews du président qui, à chaque fois, on lui posait des questions me concernant. Bon, les réponses n'étaient pas bonnes à entendre, mais le fait qu'il y ait des questions à chaque fois qui me concernaient, posées au président en personne, voulait dire qu'il y avait vraiment une pression à l'international me concernant et venant notamment d'Amnesty International. C'est particulièrement précieux d'avoir votre point de vue, en fait, sur cette campagne qu'on travaille à mettre en place de notre côté. On est très heureux de sentir que ça a vraiment un effet qui est réel. Donc, il nous reste encore 5 minutes d'échange. Maintenant, je pense qu'on pourrait peut-être passer aux questions du public. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main ou inscrire votre question dans la barre de conversation et on va essayer d'y répondre. Donc, est-ce qu'on a déjà des questions? OK, alors je vais lire celle-ci que je viens de voir apparaître. Alors, bonsoir. J'ai une question pour vous. Vous qui êtes passé par l'arbitraire et l'emprisonnement, quelle est votre position par rapport aux autres prisonniers et prisonnières d'opinion qui croupissent encore en prison, violentés et certains violés, et dont la majorité d'origine kabyle et à leur tête, Mme Kamira Naïtsid, présidente d'un organisme international pour la défense des droits des Amazighs et qui a été reçu ici au Parlement canadien. Oui. Donc, je pense que c'est c'est ça qui nous provient de Farida Sam, donc qui vraiment sur la majorité kabyle. Oui. D'abord, je voudrais remercier la personne qui a posé la question. Deuxièmement, vous savez, le 19 février à 20h, lorsque je suis sorti de la prison de Koléa, la première chose que j'ai dite, c'est je ne serai libre que lorsque tous les détenus d'opinion seront libres. C'était la première pensée que j'avais eue, c'était pour eux. D'abord parce que je sais ce qu'est être en prison, ce qu'est subir donc l'arbitraire de la privation de liberté. Donc, depuis le jour de ma libération, ma pensée va à tous les détenus d'opinion, quelle que soit leur origine en Algérie, quelle que soit leur origine. Je les soutiens de tout mon cœur parce que déjà, j'en ai rencontré beaucoup à l'intérieur de la prison, j'ai rencontré des dizaines de cas. Et depuis ma sortie de prison, je pense que je fais de cette solidarité une priorité. D'abord pour mes confrères journalistes et pour les autres détenus. Parce que je considère que chaque mot, chaque lettre, chaque photo partagée sur les réseaux sociaux, parce que pour le moment, on ne peut faire que sur les réseaux sociaux. Vous savez que l'on ne peut pas manifester en Algérie. Les manifestations sont interdites. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, notre espace de liberté, c'est sur les quelques médias indépendants qui restent et sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut parler, qu'il faut partager, qu'il faut écrire des lettres, déjà pour ne pas les oublier, pour leur dire qu'on ne vous a pas oublié et pour marquer l'opinion publique nationale, la marquer pour lui rappeler qu'aujourd'hui, dans l'Algérie de 2021, il y a près de 300 détenus d'opinion qui sont arbitrairement incarcérés. Merci. On a une autre question de Farida Ziane, alors qui va comme suit. Bonsoir Khaled, merci pour ton combat malgré la répression. Tu n'as pas cité Mohamed Mouloudj, le journaliste de Liberté qui a été accusé d'appartenir au MAK. Personne n'en parle. Pourquoi? J'en parle toujours, madame. J'en parle toujours du cas de Mohamed Mouloudj. Si vous suivez le CPP sur Radio M chaque mercredi, à la fin de l'émission, chaque semaine, je rappelle qu'il y a 2 journalistes algériens qui sont en prison et je cite leurs noms, Mohamed Mouloudj et Hassan Bouras. J'écris régulièrement sur les réseaux sociaux sur les cas de ces 2 journalistes. Il y a 3 jours seulement, j'étais en contact avec l'un de ses avocats, Maître Saheb, pour parler de cette affaire, pour mobiliser nos confrères. Vous savez que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? D'abord parce que nous vivons en Algérie et parce que quand il y a une allusion au mouvement MAK qui a été classé par les autorités algériennes organisation terroriste, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de le soutenir. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de parler de lui par peur de représailles. Je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie parce que moi, en tant que journaliste, on m'a inventé des affaires juste pour me mettre en prison. J'ai couvert des manifestations, j'ai critiqué les autorités, on m'a collé atteinte à l'unité nationale. Donc, je sais très bien, comme c'est le cas de Mohamed Mouloudj, que vous venez de citer, que lorsqu'on veut vous mettre en prison, on va vous coller n'importe quoi.
Par contre, vous avez raison sur le fait que les journalistes algériens, de manière générale, ne le soutiennent pas. Et il y a un manque de solidarité flagrante au sein de notre corporation. Mais je vous rassure, nous en parlons, pas assez peut-être, vous avez raison, jamais, mais nous ferons encore plus et nous essaierons toujours d'alerter l'opinion publique sur le cas de Mohamed Mouloudj et de Hassan Bourras, qui sont en prison parce qu'ils sont journalistes. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question de Louis Rivet-Préfontaine. Maintenant que cet épisode est derrière vous, comment est-ce que vous approchez votre travail de journaliste et comment vous arrivez finalement à faire face à ce qui vous reste à faire professionnellement et face à la menace peut-être qui pèse sur vous ou ce que vous tirez de cette histoire finalement? Encore une fois, quand je suis sorti de prison, la première chose que j'ai dite, entre autres en disant ma pensée pour les détenus, j'avais dit que je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Parce qu'en fait, je ne sais pas faire autre chose et je ne pourrai pas faire autre chose. Même si beaucoup d'amis me disent qu'en Algérie, il vaut mieux vendre des fruits et légumes qu'être journaliste. En tous les cas, c'est plus safe de vendre des légumes que d'être journaliste en Algérie. C'est difficile, oui, c'est difficile d'être journaliste en Algérie, comme c'est difficile d'être journaliste au Maroc. C'est encore plus difficile d'être journaliste en Libye, en Égypte, dans d'autres pays. C'est difficile, mais c'est un défi. Moi, je le dis souvent, le journaliste suédois, il a un seul défi en tête, c'est faire son travail. Et nous avons deux défis, c'est faire notre travail, ok, mais aussi combattre pour pouvoir le faire en toute liberté. Combattre pour la liberté de la presse en Algérie, et ce n'est pas facile. De défendre la liberté de la presse en Algérie, vu que ce n'est pas très accepté. Mais je continue à faire mon travail et je considère que défendre mes collègues, qu'ils soient en prison ou pas, fait partie de mon travail et fait partie de notre travail. Nous devons défendre nos confrères, notamment ceux qui sont en prison, Mohamed Mouloudj et Hassan Bourras. On se mobilise également pour les deux journalistes marocains emprisonnés, Souleymane Raissouni et Omar Hadi. Et je pense que cette corporation a besoin d'être solidaire entre elles pour pouvoir défendre ses intérêts. Merci beaucoup, Khaled. Merci profondément de ce partage ce soir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment précieux comme perspective, justement, pour nous, chez Amnesty International, évidemment, et pour toutes les personnes qui vont être impliquées cette année dans la campagne Écrire, ça libère. Donc, je pense que je vais passer la parole à ma collègue Narges qui va pouvoir, dans un peu plus de détails, nous parler de ce en quoi consiste la campagne et des cas de cette année. Donc, Khaled, merci encore une fois de toute cette générosité. Merci à vous. Merci encore, Khaled, de ma part. Merci, Juliane, pour cet échange passionnant et inspirant. Je crois qu'on est tous et toutes d'accord. Vos mots sont très émouvants. Sur ces mots, nous passons maintenant à la présentation de l'édition 2021 de la campagne Écrire, ça libère. Écrire, ça libère est devenue la plus grande manifestation de défense des droits humains dans le monde, car outre le fait d'encourager à rédiger des lettres, Amnesty International s'entretient avec les personnes qui ont le pouvoir de faire évoluer les choses, comme les personnalités politiques des pays concernés. Par ailleurs, Écrire, ça libère met en lumière les injustices au moyen de manifestations publiques et attire l'attention du monde entier sur les réseaux sociaux. Les personnes et les groupes qui ont reçu des messages dans les années précédentes sont unanimes. Recevoir une tonne de messages d'inconnus de partout dans le monde leur fait du bien et leur donne de la force et du courage pour poursuivre leur combat. Le témoignage de Khaled ce soir vient d'ailleurs le confirmer. En général, il y a aussi un changement palpable dans le traitement que les autorités du pays réservent aux personnes défendues, ainsi qu'aux personnes et aux groupes qui se trouvent dans une situation similaire. Il faut savoir que grâce à Écrire, ça libère, 75% des personnes emprisonnées soutenues lors des campagnes antérieures ont été libérées. Cette année, nous vous invitons à envoyer des messages à des personnes prises pour cible en raison de leur activité militante pacifique, de leur opinion ou de leurs caractéristiques propres. Le Canada francophone est d'ailleurs très fort dans ce domaine. En 2019,
85 000 messages de solidarité ont été envoyés à 10 personnes ou groupes dont les droits ont été bafoués dans le monde. En 2020, malgré la pandémie et les restrictions, nous avons tout de même atteint 34 500 messages envoyés du Canada francophone seulement et environ 5 millions de messages de partout dans le monde. Grâce à la campagne Écrire ça libère, 6 des 10 cas défendus en 2020 ont vu des miracles se réaliser. Je vais maintenant vous présenter les différents cas tout en vous donnant plus de détails entourant leur histoire bouleversante. Le premier cas est celui de Bernardo Calchol du Guatemala. Le Guatemala est un pays d'Amérique latine qui compte près de 17 millions d'habitantes et habitants. 40% de la population appartient à des communautés autochtones. Les terres sur lesquelles vivent les peuples autochtones, souvent riches en ressources, ont été appropriées, vendues, louées, pillées, polluées par les gouvernements et les entreprises privées. De nombreuses communautés autochtones ont été déracinées de leurs terres ancestrales, privées de ressources et de traditions essentielles à leur identité culturelle, à leur bien-être et à leur survie. De nombreux peuples autochtones ne peuvent pas jouir pleinement de leurs droits humains. Ils sont souvent considérés comme des obstacles aux intérêts commerciaux et sont menacés, harcelés, expulsés de force, déplacés et tués dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles des régions où ils vivent. C'est dans ce contexte que Bernardo a fait tout son possible pour protéger de façon pacifique les terres et les ressources naturelles de sa communauté autochtone maya Kekchi, du pillage et de la perte de biodiversité au Guatemala. Lorsque la rivière dont ils dépendent, avec son peuple, pour leur survie, a été menacée par la construction de 2 centrales hydroélectriques, Bernardo et son peuple ont protesté, pacifiquement bien sûr. Cet homme a fait l'objet d'une campagne de diffamation reposant sur des accusations récurrentes et infondées. En 2018, Bernardo a été condamné sans la moindre preuve à plus de 7 ans de prison. Aux dernières nouvelles, Bernardo et ses avocats attendent que la Cour fixe une nouvelle date pour l'audience visant à réexaminer sa détention injuste et cette attente dure depuis avril 2021. Le cas suivant est celui de Rung Panusaya. Panusaya, connu sous le nom de Rung, qui veut dire arc-en-ciel en thaï, est l'une des voix les plus remarquées du mouvement pro-démocratie en Thaïlande. Cette étudiante défend farouchement l'égalité et le droit à la liberté d'expression et s'oppose à l'utilisation de la législation relative aux crimes de lèse-majesté, une loi liberticide qui sert à réduire au silence celles et ceux qui critiquent le gouvernement. En mars 2021, elle a été emprisonnée pour 60 jours au titre de cette loi. Rung a mené une grève de la faim pendant 38 jours et a été libérée. Aujourd'hui, elle fait face à des dizaines de chefs d'accusation et risque la prison à vie. Aux dernières nouvelles, il y a 2 semaines précisément, Rung et 6 autres accusés ont été inculpés de 8 autres chefs d'accusation, notamment en vertu des lois sur la sédition, le rassemblement public et l'entrave à la circulation, pour des discours prononcés par le groupe lors d'une manifestation publique en décembre 2020. Par ailleurs, les tribunaux ont accepté la demande de libération sous caution de Rung pour lui permettre de terminer des examens médicaux nécessaires, mais dans des conditions qui équivalent à une assignation à résidence de facto, et pour 6 semaines seulement. Selon les termes de sa libération sous caution, elle devrait donc retourner en détention le 12 janvier 2022. Le cas suivant est celui de Siam Ali. Siam, qui est né à Los Angeles aux États-Unis, a été élevée en Érythrée, en Afrique. Siam Ali voulait être créatrice de mode, mais à 15 ans, ses rêves ont été brutalement brisés quand elle a été arrêtée alors qu'elle tentait de fuir l'Érythrée. Elle n'a jamais été revue. Il semble que les autorités l'aient emmenée en représailles de l'implication supposée de son père dans une tentative de coup d'État contre le gouvernement. 9 ans plus tard, personne ne sait où Siam est détenue. Et pendant tout ce temps, les États-Unis sont restés silencieux face au sort de leurs ressortissantes. Nous ne savons pas où Siam est détenue, ni comment elle est traitée. Mais selon nos informations, les conditions de détention en Érythrée sont loin d'être conformes aux normes internationales, ce qui peut en soi constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les détenus sont souvent enfermés dans des cellules souterraines ou dans des conteneurs métalliques.
souvent dans des endroits désertiques et donc soumis à des conditions de chaleur et de froid extrêmes. La nourriture, l'eau et les installations sanitaires sont rares. Le secret dans lequel sont détenus les prisonniers les rend particulièrement vulnérables à la torture et aux autres mauvais traitements ou aux exécutions illégales. Pour cela, nous vous invitons à participer à l'action qui aura lieu à l'occasion du 9e anniversaire de l'enlèvement de Siam. En effet, demain, le 8 décembre 2021, cela fera 9 ans que Siam Ali a été arrêté et détenu illégalement en Érythrée. Vous pouvez participer à l'action en ligne qui s'appelle Défi Photo 2012. Donc, vous êtes encouragé à poster une photo de vous-même de cette année et une autre de 2012 et à énumérer certaines des choses que vous avez réussi à accomplir au cours de cette période, tout en utilisant le mot-clic FreeSiam et W4R21. N'oubliez pas de mentionner le compte d'Amnesty International pour qu'on puisse retrouver vos publications. L'idée derrière ce défi est de souligner depuis combien de temps Siam est détenu et pourquoi il est grand temps que l'administration américaine agisse en son nom en demandant sa libération. Nous passons maintenant au 4e cas qui est celui de Jana Jihad. Jana Jihad veut simplement une enfance normale, pour elle et tous les autres enfants palestiniens. Mais cette jeune fille de 15 ans vit dans la Cisjordanie occupée par Israël. Et la vie est tout sauf normale quand on subit une discrimination systématique. Jana a commencé dès l'âge de 7 ans à rassembler des informations sur les violations des droits humains commises par l'armée et son journalisme a attiré une attention indésirable. Jana porte en elle une force et un courage immenses face à une réalité où le simple fait de protester pour l'égalité des droits est criminalisé. Israël a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et dispose d'un comité spécial au sein du Parlement qui supervise sa mise en œuvre. Mais il n'étend pas les protections accordées aux enfants palestiniens dans les territoires occupés. Alors que les enfants israéliens, y compris les colons vivant illégalement dans les territoires palestiniens, sont soumis aux droits civils, les enfants palestiniens, y compris Jana, sont soumis à un droit militaire draconien. En tant qu'enfant et en tant que militante, Jana risque d'être victime de violences physiques, de punitions collectives, de poursuites devant des tribunaux militaires, de tortures et d'autres mauvais traitements. Ses droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique et son droit à l'éducation sont constamment menacés. Sur ce, nous passons au cas suivant qui est celui de Zhang Zhan, une journaliste et ancienne avocate chinoise. Quand la région du Wuhan en Chine a été confinée, Zhang Zhan a été l'une des rares journalistes citoyennes à parler publiquement du développement de la crise de la COVID-19. Déterminée à faire sortir la vérité, Zhang Zhan s'est rendue sur place en février 2020. Elle est passée par les médias sociaux pour signaler que le gouvernement avait arrêté des journalistes indépendants et harcelé les familles des malades de la COVID-19. Par la suite, elle a été arrêtée et condamnée à 4 ans de prison, une peine qui a pour but clairement de la réduire au silence. Aux dernières nouvelles, la santé de Zhang Zhan est dans un état très critique. Elle se sent incroyablement faible, n'a pas l'énergie de marcher ou de lever la tête et avec sa peau jaunie, elle semble souffrir d'une maladie potentiellement mortelle. Le 15 novembre, sa famille a déposé une demande de libération sous caution pour raison médicale auprès de la prison des femmes de Shanghai, mais cette demande n'a toujours pas reçu de réponse. Toujours en grève partielle de la faim pour protester contre sa détention, Zhang Zhan est en grand danger de mort et sa famille ne s'attend pas à ce qu'elle survive l'hiver si elle n'est pas libérée pour des raisons médicales. Nous avons une action urgente demandant la libération de Zhang Zhan. Si vous voulez poser une action dès maintenant, vous pouvez signer notre action via le lien que ma collègue Anna vous mettra dans le chat. Après ça, on passe au cas de Wendy Galarza. Wendy est une féministe mexicaine qui aide à élever des jeunes enfants et pour bâtir un monde plus juste. C'est un objectif pour lequel elle travaille dur au Mexique, où des femmes sont souvent maltraitées et tuées uniquement parce que ce sont des femmes. En novembre 2020, elle a participé à une manifestation pour protester contre le meurtre d'une femme nommée Alexis. Pendant la manifestation, des policiers ont ouvert le feu et Wendy a été blessée.
Elle a engagé des poursuites contre la police, mais les responsables de ces violences n'ont pas été traduits en justice. L'histoire de Wendy n'est pas isolée. Elle reflète l'histoire de nombreuses féministes mexicaines qui descendent dans la rue pour demander justice pour les violences subies par les femmes dans le pays. Comme Wendy, ces femmes sont souvent soumises à la répression et à la stigmatisation et luttent souvent pour obtenir justice, vérité et réparation. Wendy continue de demander justice pour son cas et celui des autres femmes qui ont subi des violences policières ce jour-là. Elle a formé un collectif avec les autres victimes de l'attaque pour l'aider dans son combat. Elle se sent forte et autonome et sait que son activisme d'aujourd'hui aidera les générations futures à éviter des situations similaires. Le cas suivant est celui de Mohamed Bakr. Mohamed est un avocat spécialiste des droits humains qui a été séparé de sa femme, de ses chats, de toutes les autres personnes qu'il aime depuis plus de 2 ans pour être mis en détention provisoire injuste. Donc, il a été injustement accusé de diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à la sécurité nationale sur la base de ses publications sur les médias sociaux. Il est poursuivi pour son militantisme et pour avoir mis en lumière les violations des droits humains commises par les autorités égyptiennes. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Les autorités de la prison le maintiennent enfermé dans sa cellule 24 heures sur 24 et refusent de le laisser avoir un lit, un matelas, des livres, des journaux et même des photos de famille. Donc, défendre les libertés des autres ne devrait pas lui coûter la sienne. Pourtant, c'est le cas de Mohamed Bakr. Le cas suivant est celui de l'ONG Sphère. Sphère est une ONG qui défend les droits des femmes et des personnes LGBTI depuis 2006 en Ukraine. C'est l'une des plus anciennes organisations de ce type en Ukraine, fondée par les militantes Anna et Vira. Elle offre un espace où les femmes et les personnes LGBTI peuvent se retrouver en sécurité à Kharkiv, la 2e plus grande ville du pays. Ces dernières années, cependant, l'ONG et ses sympathisantes et sympathisants ont été la cible de dizaines d'attaques de la part de groupes violents anti-LGBTI. Anna et Vira signalent les actes de violence qu'elles subissent, mais la police ne réagit pas. En fait, l'Ukraine se distingue parmi les autres pays post-soviétiques comme l'un des plus progressistes en matière de droits LGBTI. En général, les policiers protègent le périmètre de la zone où se déroulent les manifestations pro-LGBTI. Et c'est ce qui rend, par exemple, les fiertés ukrainiennes différentes. Jusqu'à présent, elles ne ressemblent pas à des célébrations en raison de toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ces mesures de sécurité sont une réponse à la prolifération de groupes violents prônant la haine et la discrimination dans le pays. Ces groupes s'en prennent systématiquement aux personnes LGBTI et aux militantes et militants des droits des personnes LGBTI et des femmes, les accusant d'être une menace pour les valeurs traditionnelles et familiales. Les auteurs de ces attaques bénéficient d'une impunité quasi totale. Si les forces de l'ordre parviennent de mieux en mieux à protéger les événements contre les agressions motivées par la haine, qui sont quand même de plus en plus nombreuses, elles ne font pas assez pour enquêter efficacement sur les agressions qu'elles ne parviennent pas à empêcher. Dans la plupart des cas, ces enquêtes sont classées après plusieurs mois et les auteurs ne sont jamais tenus pour responsables. L'histoire suivante est celle de Moleao Michael du Nigeria. L'histoire de Moleao commence quand du 8 octobre au 5 novembre 2020, des Nigériens par milliers sont descendus dans la rue pour demander pacifiquement la fin des violences policières, des exécutions extrajudiciaires et des extorsions commises par la Brigade spéciale de répression des vols, SARS, une unité de la police nigériane chargée de lutter contre les crimes violents. Les manifestantes et manifestants se sont heurtés à un usage excessif de la force par l'armée et les forces de la police. Depuis cette répression brutale, les autorités nigérianes se sont lancées dans une campagne inlassable d'intimidation et de harcèlement à l'encontre des partisans et partisanes des manifestations.
Moleao Michael en fait partie. C'est un programmeur informatique de 31 ans qui a rejoint les manifestations à la capitale du Nigeria le 15 octobre 2020. Il a également parlé des manifestations sur Twitter et a fait la promotion du mot-clic viral End SARS sur ses comptes Twitter et Facebook. 2 semaines plus tard, des hommes armés l'ont emmené de chez lui et l'ont enfermé dans une cellule souterraine où il est resté 41 jours. Il doit répondre d'accusations mensongères et risque plusieurs années de prison. Notre dernier cas, notre dernière personne qu'on défend cette année, c'est Mikita Zalatarou du Bélarus. Mikita attendait un ami quand il a été entraîné par une foule de manifestants et projeté dans un cauchemar. Dans les 24 heures qui ont suivi, des agents ont arrêté cet adolescent chez lui, l'accusant d'avoir jeté un cocktail Molotov sur la police anti-émeute. Ils l'ont enfermé et semble-t-il torturé. Malgré l'absence de preuves, Mikita, qui souffre d'épilepsie, a été condamné et emprisonné pour 5 ans. Aux dernières nouvelles, Mikita se porte bien, il reçoit des médicaments, cependant, nous ne savons pas exactement lesquels. Donc, c'est une violation de son droit et peuvent suivre ses études. Le père de Mikita pense que si quelque chose n'allait pas, Mikita ne lui dirait pas, puisque leurs conversations sont sous écoute et seraient probablement coupées par les agents pénitentiaires si Mikita décidait de dire et de raconter la réalité. Mikita avait l'habitude d'être identifié par un carton jaune qui signifie extrémisme, et maintenant il a un carton rouge qui signifie enclin à l'évasion. Mikita ne connaît pas les raisons, mais il dit que cela signifie que l'attitude à son égard est plus stricte. Par exemple, il le réveille toutes les nuits pour des contrôles quand même violents. Le père de Mikita subit également des pressions. Il a été invité au département de la police pour parler de Mikita à plusieurs reprises et de manière violente. Il reçoit aussi beaucoup d'appels de numéros inconnus et est victime d'autres pratiques de harcèlement. Donc, après avoir entendu toutes ces histoires poignantes, vous vous posez peut-être la question, comment pourrais-je participer? Donc, notre prochaine section concernera les modes de participation. Et pour y répondre, je vous dirais qu'il y a différentes façons de le faire, de participer à la campagne Écrire ça libère, en commençant par notre grand marathon d'écriture qui se passe ce samedi, le 11 décembre, entre 11 heures et 18 heures à la Maison du Développement Durable. Donc, vous êtes tous et toutes conviés, invités à venir participer, écrire des cartes avec nous et profiter des animations qui auront lieu ce jour-là. Si vous êtes à l'extérieur de Montréal, nous vous proposons aussi des événements que vous voyez affichés à l'écran, notamment à Québec et à Trois-Rivières. Et comme autre mode de participation, vous pouvez aussi écrire des messages en ligne directement sur notre site web amnesty.ca/écrire. Et vous pouvez aussi organiser une activité en famille pendant le temps des fêtes où vous allez vous rassembler et écrire des lettres, par exemple, pendant une journée de tempête ou de grand froid. Ça réchauffera sûrement vos cœurs. Nous arrivons maintenant à la période de questions. Est-ce que certains et certaines d'entre vous avaient des questions? Je vois une main levée. Madame Farida Sam, est-ce que vous avez une question? Je pense que c'est une ancienne main. Si... OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On a une question dans le chat. Donc, Franck qui pose la question, bonjour, j'aimerais diffuser l'enregistrement. On va laisser ma collègue Anna vous contacter pour les réponses sur l'enregistrement de l'événement.
Et sur ce, je vous remercie d'avoir été présent et présente avec nous ce soir. Merci Juliane, merci Khaled d'avoir témoigné, de nous avoir offert ce discours hyper inspirant. Je vous invite encore une fois à passer à l'action avec Amnesty, à être nombreux et nombreuses à participer en envoyant des messages d'espoir cette année. J'espère vous voir nombreux et nombreuses ce samedi à la Maison du Développement Durable pour participer ensemble au Grand Marathon de l'écriture. Et je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à la prochaine. Merci.